Alors, bonjour les élèves de grec. Aujourd'hui, nous allons remonter à la source des temps. Nous allons parler un petit peu d'archéologie. Donc, vous connaissez tout ce qui est arc. Maintenant, ça veut dire ancien, vieux. Donc, logie, c'est la science de ce qui est ancien. Et l'archéologie, c'est le fondement de ce qu'on fait, nous, en ce moment. Du moins, on cultive les résultats, que ce soit en grec et en latin. Il faut utiliser les textes, ce qu'on a pu retrouver pour pouvoir connaître une civilisation qui a disparu depuis 2000, 3000, des fois 4000 ans. Donc là, nous allons parler des systèmes d'écriture. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on utilise un système alphabétique, mais que c'est le système le plus récent des systèmes d'écriture connus. Et on va parler des grandes découvertes qu'on a pu faire avant le système alphabétique. Donc, je vais partager mon écran avec vous et vous allez pouvoir voir toutes ces choses-là. Alors aujourd'hui, nous allons parler des écritures pré-alphabétiques, donc c'est-à-dire avant l'alphabet tout simplement. Alors, si vous avez un ordre d'idée, c'est plutôt il y a 4000 ans par rapport à ici, du moins les débuts de ce qu'on a pu retrouver comme écriture. Ce qui est intéressant dans le titre, c'est écrire le grec, c'est ce que vous allez voir. Et puis, on va se baser particulièrement en Crète, parce que l'ensemble des documents qu'on va obtenir, eh bien, vont provenir de cette île qui est juste en dessous de la Grèce et qui s'appelle la Crète. Et qui a un énorme vivier de culture et d'archéologie. Alors, vous voyez, cet homme, c'est Arthur Evans. Et Arthur Evans, c'est un petit peu l'Indiana Jones, on pourrait dire, de l'archéologie, je ne sais pas si vous pouvez dire contemporaine ou moderne, parce que c'est plutôt ancien maintenant. On est à la fin du 19e siècle, début parfois du 20e. Faut imaginer un engouement extrême des populations pour l'archéologie, une sorte de folie de découverte. Tout ce que nous on connaît aujourd'hui, ça a été surtout cherché voilà, à cette époque-là entre 1880 et 1920, enfin avant la Première Guerre mondiale. Et alors, Arthur Evans, c'est le fameux personnage presque qu'on peut imaginer quand on voit les films un peu d'aventure. C'est celui qui a été à la recherche dans les fouilles, qui a trouvé des choses assez extraordinaires. Donc voilà Arthur Evans. Avec tout autour de lui, vous allez voir des jattes antiques, des amphores. Mais il a découvert bien plus que ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pas juste quelqu'un qui cherche, c'est aussi quelqu'un qui trouve. Alors, ça part au départ d'une découverte d'Arthur Evans. Eh bien, en 1889, en fait, il a trouvé un cachet. Un cachet, c'est une sorte de petit objet où il y a des inscriptions dessus, souvent en relief, qui vont indiquer la possession d'un objet. Donc, lui, il trouve un cachet qui a 4 faces, petit objet. Et il y a des signes dessus, bon, des signes partout. Et cet objet provient de Crète. Et alors là, hop, il a le déclic, il dit, ça c'est incroyable. Il a une sorte de prémonition. Et il se dit, il faut absolument que je me rende en Crète pour voir un peu mieux ce qui s'y trouve et peut-être que je vais pouvoir découvrir des choses que d'autres n'ont pas découvert. Alors, en 1889, on est au début, vraiment dans l'engouement archéologique et il va s'engouffrer dans cette veine-là. Il est absolument passionné. Alors, jusqu'à maintenant, on avait une écriture grecque, donc qui était une écriture alphabétique. On avait quand même des petites connaissances que vous connaissez, c'est-à-dire que ça venait du phénicien. Vous savez qu'en phénicien, il n'y avait pas de voyelles. C'était quand même une écriture alphabétique sans voyelles. Et puis, on sait que les Grecs ont rajouté les voyelles. Jusque-là, on savait ça. Donc, Arthur Evans, il va demander aux Turcs, parce qu'à l'époque, la Grèce, il y a eu beaucoup de conflits avec les Turcs et sous domination turque, il va l'obtenir. Il va pouvoir aller fouiller par lui-même, avec plein d'hommes évidemment, les chants grecs. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est son idée, qui est plutôt novatrice à ce moment-là, quand il voit les signes, des signes, des petits dessins, des petits motifs sur le cachet, il va penser écriture. Ici, c'est pas juste des signes décoratifs. Ici, c'est sûrement une écriture. Et pourquoi pas l'écriture d'une langue qu'on connaît.
Et ça, c'est ça qui va le pousser à faire d'énormes découvertes majeures en archéologie. On n'a pas fait mieux depuis 100 ans. Bon alors, dans l'ensemble des documents qu'il va pouvoir retrouver, il va y avoir une quantité phénoménale. On va trouver deux types d'écriture. Il faut bien comprendre que c'est pas, pourtant c'est dans la même petite île, c'est pas la même époque, mais tous ces documents vont se diviser en deux grandes catégories. Il y aura des documents avec des dessins, sorte de petits, voilà, des petits motifs, plutôt quelque chose d'assez dessiné, qui va s'appeler l'écriture pictographique, parce qu'en fait, pictos, c'est tout ce qui est peint, dessiné, voilà. Et grapho, c'est écrire. C'est une écriture sous forme de dessin. Donc, il y aura des documents avec des petits dessins, des pictogrammes. Et puis, il y aura aussi des documents qu'il a retrouvés. Alors là, avec une sorte d'écriture qui est plus stylisée. On va appeler l'écriture linéaire, parce que c'est sur des lignes. Cette fois, on a quelque chose de plus classique, de plus commun. Donc, et à l'intérieur de cette écriture linéaire, on a encore deux catégories. On va avoir du linéaire A et du linéaire B. Alors, c'est lui qui va les nommer ainsi pour les séparer. Et encore en ce jour, en 2020, vous avez des explications. On a découvert, on verra tout à l'heure, sur une des deux écritures linéaires, mais pas sur l'autre. Évidemment, on n'a pas d'explication trop sur l'écriture pictographique. Contrairement en Égypte, c'est que les hiéroglyphes ont pu être déchiffrés. Pas n'importe comment, parce qu'on a trouvé une pierre, évidemment, avec plusieurs langues. C'est ce qui a permis de faire le lien, de retrouver les langues, de trouver ce que ça voulait dire, et donc de pouvoir traduire et de comprendre ce que ça voulait dire. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, pour beaucoup de documents qu'on a trouvés en Crète. On continue. Bon, un des documents les plus impressionnants, c'est le disque de Phaistos. On est sur les 3000-3500 avant Jésus-Christ, là, presque 4000. Voilà ce disque que vous voyez ici. Et comme vous regardez bien, il est gravé entièrement. Il a deux faces, et sur les deux faces, on va avoir une écriture pictographique, avec plein de petits symboles. Alors là, comme ça, il a l'air assez impressionnant. En réalité, il est tout petit, enfin c'est une petite assiette. Par contre, il est dans un état de conservation assez éblouissant, assez extraordinaire compte tenu du temps qui est passé. C'est un petit disque qu'on a retrouvé dans un palais, le palais de Phaistos, comme son nom l'indique, dans une petite pièce qui était peut-être un sanctuaire. Parce qu'à côté, on a retrouvé les os calcinés. Alors, les os calcinés, on peut dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout. On sait très bien qu'à l'époque grecque, et vous le savez, on faisait des sacrifices aux dieux, et que pour faire le sacrifice aux dieux, pour que la fumée monte au nez des dieux, il fallait brûler des animaux. Donc, en l'occurrence, comme il y a des animaux brûlés, probablement, on est dans l'idée du temple, de la vénération de l'offrande. Donc, il est possible, c'est une hypothèse, que ce soit lié au culte, à la religion, ce petit disque. Alors, il est en argile, comme énormément de documents qu'on va retrouver à cette époque-là. C'est ce qui fait que c'est assez impressionnant de l'avoir retrouvé intact. Et puis, il va y avoir, ce qui peut être intéressant, 30 cases d'un côté, 31 cases de l'autre. Une petite différence. Et là encore, tout est permis. On peut se poser plein de questions. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est le hasard? On peut imaginer que c'est probablement pas le hasard. Donc, comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est un moyen d'invoquer un dieu, invoquer une divinité? On pense que c'est possible parce que ce n'est pas un objet unique. On a retrouvé un peu le même sorte de disque à Olympie, donc sur le territoire grec. Donc, c'est quelque chose souvent qui devait se faire à l'époque. Peut-être qu'on a retrouvé que deux éléments sur quelque chose qui était beaucoup plus fréquent. C'est pour ça qu'on va penser à quelque chose de religieux. C'est l'hypothèse la plus retenue. Bon, la première chose qu'on doit se poser quand on trouve ce type d'objet archéologique, c'est déjà quel est le type d'écriture? On en a parlé ensemble. On a différents éléments. On a l'écriture alphabétique, mais comme vous voyez sur le petit dessin, l'écriture alphabétique, elle est beaucoup plus récente. Le fait d'avoir des lettres, de les associer pour faire des sons, c'est le système le plus pratique, mais le plus récent. Avant, on avait un système syllabique. C'est-à-dire qu'on avait déjà les sons tout près. C'est-à-dire qu'on avait un signe pour dire ma, ou po, ou lu, et puis on fallait associer ces signes. Le seul inconvénient, en quelque sorte, c'est qu'il faut beaucoup plus de signes. Parce que là, on a un M et un E,
Là, il fallait un mu, un ma, un mot, un mou, vous voyez, enfin, ça fait beaucoup plus de signes, donc un peu plus pénible à apprendre. Donc, c'était précédent. Et encore précédemment, la première chose qu'on peut imaginer, pourquoi pas dès l'époque préhistorique, mais normalement, on n'en a pas de trace en tous les cas, c'est un signe, une idée. Voilà, on fait un dessin qui va représenter une idée. Donc, vous vous doutez bien que sur notre texte, on n'est pas, évidemment, comme c'est très ancien, sur une écriture alphabétique, mais quand on va compter ces symboles, l'ensemble de ce qu'on peut retrouver, on peut penser que c'est plutôt un système syllabique. Parce que quand on a des idées, une idée par dessin, il faut une quantité phénoménale de dessins. Vous comprenez bien. Alors déjà, sur un système syllabique, il y a beaucoup moins de symboles. Là, comme là, le nombre de symboles est assez limité, on a pensé peut-être que déjà, chaque petit dessin pouvait représenter une syllabe. Vu que c'est un système syllabique, on peut le dater à peu près entre voilà, moins 2000 et moins 1500. Donc vous voyez de manière beaucoup plus graphique ce qui est représenté sur ce dessin. Ce qui est intéressant, on peut penser au jeu de loi là, cette forme un peu d'escargot, cette forme un peu d'ouragan, de cyclone, d'escargot, de la nature en quelque sorte qui peut être observée. Ça fait aussi penser au jeu de loi. L'hypothèse du jeu n'a pas été retirée. Pourquoi pas un jeu sacré, un jeu de hasard, vous savez, pourquoi pas. Alors, on pense qu'on part du milieu, tout simplement quand vous observez les têtes, un petit peu, quand vous observez le déplacement des personnages, on a vraiment l'impression qu'on part du centre pour s'éloigner. Déjà, quand vous regardez ça, vous vous dites, il y a des symboles que je peux authentifier. On voit des coiffures à la crête, ou alors, on ne sait pas si c'est des coiffures, des coiffes, peut-être des ruches, il y a plein de choses qu'on peut retrouver. Le dessin est vraiment visuel. Maintenant, ce n'est pas forcément un dessin qui représente quelque chose. Attention, pas idéogramme, syllabique. Donc, un dessin peut représenter peut-être le début de la syllabe du mot. Mais cette langue, on ne l'a pas aujourd'hui. Donc, on a 45 signes sur le disque de Phaistos qu'on a classés. En fait, comme on n'a pas de sens, comme on n'a pas de langue, en fait, on n'a pas la langue. D'accord. Voilà, vous avez le témoignage d'une écriture, mais dont on a perdu la langue. Donc, il est impossible pour nous, à moins qu'on trouve un document formidable qui nous montrerait la langue et une traduction dans une autre langue, mais à quoi un signe correspond? Eh bien, ça, on n'en sait rien. Donc, on a classé par, de manière logique, par représentation. C'est-à-dire qu'on a les hommes, dans un premier temps, tout ce qui va représenter l'humanité. Dans un deuxième temps, on va avoir des objets. On voit déjà qu'on est dans l'agriculture. De toute façon, on a dépassé la préhistoire, on est dans l'Antiquité. On va avoir des objets, on va avoir des animaux qu'on reconnaît, et puis on va avoir des plantes, et enfin des symboles. On peut imaginer l'eau, là, vous voyez, en 45. Il y a plein de symboles possibles. Donc, pour aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est au moins essayer de vous amuser à retrouver ce que ça peut représenter. Voilà. Vous, déjà, pour chaque numéro, vous pouvez essayer de trouver qui est quoi déjà comme qu'est-ce que ça peut représenter pour une écriture. Même si on ne peut pas retrouver les syllabes, évidemment, c'est juste en français. Par exemple, le 1, ça pourrait représenter pour moi la marche. Le 2, peut-être que ça pourrait représenter pour moi la masculinité, l'homme, par exemple, et ainsi de suite. Voilà ce que je vous demande comme exercice. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.